Aujourd'hui, on va ensiler 23 hectares. Bienvenue sur le podcast de Ceux qui font le lait, un programme proposé par la Fédération nationale des producteurs de lait. On est en ensileuse 12 rangs, hein, donc voilà, c'est... Aujourd'hui, chantier d'ensilage avec un silo bien plein. Ouais, Un silo bien plein. ouais, c'est Bon. bon. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous donner quelques chiffres sur ta ferme? On traite 210 vaches. Pour une référence, on va produire un peu plus de 2 300 000 litres de lait en 2023. Le parcellaire, il y a 75 hectares d'herbe, 75 hectares de maïs et une cinquantaine d'hectares de blé. Moi, j'ai toujours qu'en maïs, on fait 15-16 tonnes de matière sèche en moyenne sur 10 ans. D'accord. Donc cette année, on est plutôt à 18 tonnes de matière sèche. Est-ce que tu pourrais, au-delà de ça, me donner quelques mots sur le lait dans ta région? Donc ma région, on l'appelle ça le NPA, à pas confondre avec le parti politique. Donc ça veut dire Nord Picardie-Ardennes. Donc c'est les Hauts-de-France plus l'Ardenne, c'est administrativement. C'est 2,4 milliards de litres de lait collectés sur 4300 points de collecte. Sur notre zone, on a 3 AOP. La plus connue et la plus grande, qui est que sur notre zone, c'est l'AOP Maroilles. Donc qui est réellement une AOP qui est sur le pays de Thiérache, donc une partie du nord de l'Aisne et des Ardennes. En bas de l'Aisne, il y a une partie qui est aussi en Brie de Meaux. Et je pense que ça doit être l'Oise, qui est aussi en Neuchâtel. Je pense que c'est ça. Il y a 23 sites de transformation au niveau de la zone de collecte qui va désormais en fromage, en maroilles, qui va dans du lait de conso, qui va en ingrédients, qui est aussi en poudre de lait, yaourt, voilà, un peu toute la gamme. Ma région en général, elle est comme certaines régions normandes, on ne baisse pas en lait, ou on ne monte pas, mais on baisse très très peu en lait. Et le département du Nord, c'est un département où aujourd'hui le lait se maintient. On a 2 grosses zones. On a la zone ici de Thiérache où le lait est toujours, prépondérant et les gens, il y a quand même une certaine... les gens, il y a corps du lait, on parle corps de lait, donc il y a corps du lait. Et il y a l'autre partie qui est les Flandres, qui eux ont une autre problématique, je veux dire, la terre est tellement chère là-bas qu'ils n'ont pas beaucoup de terre. Hein. Moi j'ai 200 hectares. Je ne dis pas que je suis dans la moyenne de la région, mais pas si loin qu'aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont plus de 100 hectares. Dans les Flandres, c'est quand même beaucoup plus rare. Donc voilà, si on veut aussi s'en sortir, c'est les deux zones dans mon département du Nord où il y a encore du lait et qui accorde la motivation de faire du lait. D'accord. Entre deux, c'est de plus en plus compliqué quand même. Et qu'est-ce qui, selon toi, fait que ces régions-là, pour l'instant, se maintiennent? Alors, si je prends réellement la zone ici qui a encore beaucoup d'herbes, et on est aussi en interdiction de labourer, donc beaucoup de prairies naturelles, interdiction de labourer, le parcellaire très moyen. Donc je veux dire, j'aime bien les pommes de terre, hein, parce que je mange des frites, hein, mais la pomme de terre, elle a du mal elle concurrence, mais elle a du mal à concurrencer, voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, on s'adapte. Hein. Aujourd'hui, nos rendements, aussi bien en maïs qu'en prairie, globalement, ils restent très corrects. Je veux dire, on travaille différemment. Hein. Aujourd'hui, on fait de l'herbe très tôt au printemps, beaucoup plus tôt au printemps. On a gagné 1 mois par rapport il y a 20 ans. On a gagné 1 mois au printemps. On a généralement beaucoup moins d'herbe l'été, avant qu'on avait beaucoup d'herbe. On était dans une zone où il y avait beaucoup de régranglés tardifs. Parce que on était arrosé, il y avait de l'eau, donc il y avait de l'herbe à l'été. Aujourd'hui, non. Voilà. On s'est adapté, je veux dire, certaines flores plus précoces, et aujourd'hui on refait du rendement avec les automnes qui durent un peu plus longtemps.
nos étés indiens, Comme cette année. comme cette année, et on refait du rendement très correct à ce niveau-là. Dans ma rue, on est 6 producteurs de lait, et les 6 producteurs de lait dans ma rue, soit il y a installé, soit il y a un fils qui s'installe. Il y a plein de gens qui vous disent ouais, bah, j'ai un bon ensilage d'herbe, il fait 14-15 de protéines. Nous aujourd'hui, quand on a un ensilage d'herbe avec 15 de protéines, on va pas pleurer. Hein. On se dit ouais bon, c'est moins bien. Donc l'assurance récolte, Alors l'assurance les aléas récolte, climatiques, tout ça, c'est pas pour toi. c'était pas pour moi. Et en 2010, donc il y a 13 ans, j'étais absolument pas assuré. On a eu une très 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 forte tempête. À ce moment-là, j'avais 103 hectares de culture. J'ai eu 100 hectares qui s'est réduit à 0. Aussi bien en blé, en escourgeon, en maïs, j'ai plus rien. C'est une tempête de grêle, j'ai plus rien du tout. Donc en gros, on va être clair, hein, c'était moins 200 000 euros. Entre ce que j'ai perdu et ce que j'ai dû racheter pour combler, c'est un peu plus de 200 000 euros. Donc aujourd'hui, moi, depuis ce moment-là, je suis assuré. Mais sur 13 ans, ça a marché une fois parce que les cultures ont gelé. On était un peu fautif, on avait semé très tôt, trop développé à un petit gel et on est cultures ont gelé. Et aussi en 2022 où on a eu des très gros gérages juste avant la moisson, et là on a eu des cultures de blé qui ont fort baissé en rendement, et là on a eu une compensation. Il faut bien comprendre que l'assurance c'est pas un investissement, c'est une sécurité qu'on se donne. Le jour qu'il y a un gros boom, eh ben ouais, ça compense. L'assurance récolte, je viens de visionner ce qu'a dit mon ami François Moreau, et je trouve qu'il a vraiment bien résumé. C'est compliqué d'en rajouter derrière lui, mais je voudrais plus faire une analyse un petit peu plus politique. Et on arrive à la fin de l'année, donc on a déjà un peu de recul, pas beaucoup, une année, mais rappelez quand même que si aujourd'hui le bilan, il est plutôt positif, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a eu un vrai travail syndical pour pouvoir cofinancer le rachat de la franchise de 30 à 20%, ce qui n'était pas le cas avant. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de sinistres entre 20 et 30%, et ça a incité beaucoup de paysans à réduire leur niveau de franchise. Après, il y a eu le sujet de l'herbe, qui nous concerne bien sûr à la FNPL, et on y a travaillé pour s'assurer que le satellite, les analyses du satellite étaient bien en cohérence avec la vie qu'on vivait dans nos territoires. On se rend compte qu'il y a toujours des choses à améliorer, mais ça va plutôt dans le bon sens. Mais l'assurance, c'est construire un outil qui permet aux paysans d'avoir une certaine garantie sur demain les ressources pour son troupeau. Quand on ne fait pas d'élevage, il y a la perte. On a indemnisé de la perte, ok. Mais quand on fait de l'élevage, il y a la perte, mais il faut aussi avoir le potentiel de racheter ce qu'on a perdu sur notre exploitation. Donc on est dans une démarche, je le rappelle, il y a eu des débats là-dessus, mais une démarche est quand même volontaire. Hein. On n'oblige pas les paysans à s'assurer, mais au moins, on a une réponse à ceux qui ne veulent pas prendre trop de risques et qui ont besoin, sur ce dossier-là, de dormir leur nuit tranquille. Une idée, une bonne pratique, quelque chose que l'expérience t'a apprise et qui pourrait servir aux autres. Il faut réellement faire ce qu'on a envie de faire, et quand on a envie de faire quelque chose, il faut le faire bien. Il faut observer ce que font les autres, et il ne faut pas vouloir faire comme les autres. Ok. François, je te remercie. L'ensilage se termine avec ce très joli plan couché de soleil sur un silo qui est bien plein. Ciao. Ciao.